Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci, je dirais, du temps que vous avez consacré. Donc, l'objectif de cette présentation, c'est de voir ensemble en quoi l'humain est vraiment le moteur de la transformation et de la transformation digitale. Par rapport à ça, on va simplement faire deux constats et voir finalement comment, quels enjeux il peut y avoir et en quoi ça peut être important d'investir dans l'humain. Alors, la transformation digitale, ce n'est pas d'aujourd'hui. Ça a commencé quand, d'après vous? Quelle année vous metteriez ça? 20 ans? 30 ans? Globalement, ça remonte à peu près aux années 70. On a eu les ordinateurs. On a eu plein de choses que vous connaissez, qui nous entourent, les smartphones, tout ce qui est réseaux sociaux, tout ce qui est cloud, tout ce qui est deep learning. Et puis, on a eu cette pandémie qui a vraiment bouleversé, accéléré, puisque du jour au lendemain, il a fallu adopter de nouveaux outils, réorganiser les équipes, ce qui n'a pas été sans des fois des difficultés. Mais en fait, voilà, ça a été un acteur, un transformateur. Et maintenant, on a tous ce mot à la bouche, l'intelligence artificielle. Quels que soient les métiers, on est tous concernés par rapport à ça. Ça nous aide. Oui, mais peut-être aussi que ça peut nous gêner, nous mettre en péril. Enfin, il y a plein de belles choses. Face à ça, cette intelligence artificielle qui s'accélère, cette transformation qui s'accélère, qu'on pourrait comparer à un tsunami, automatiquement, les entreprises ont été obligées de s'adapter. Donc, l'adaptation de l'entreprise, elle va jouer sur différents sujets, sur ces différents domaines. La première chose, c'est qu'on a tous vu une digitalisation des processus. Alors, derrière le mot, c'est quoi? Oui, c'est globalement tout ce qui est traitement de la donnée. Ça va être tout ce qui nous a permis, je dirais, de travailler pendant la pandémie. En fait, tout ce qui va nous limiter et nous réduire les tâches répétitives qui sont synonymes d'erreurs et compagnie. Qu'est-ce qu'on peut aussi noter comme autre évolution au niveau de l'entreprise? Ça va être l'innovation. En fait, encore plus aujourd'hui qu'hier, l'entreprise est dans l'obligation d'innover. Si elle n'innove pas, elle a de fortes chances de disparaître. Ça date un peu, mais quand vous reprenez par exemple l'exemple des smartphones avec BlackBerry, BlackBerry c'était le leader. Il y a quelques années, oui, on avait tous son BlackBerry, il fallait. Et en fait, BlackBerry n'a pas su innover, et maintenant BlackBerry existe toujours mais ne fait plus de smartphone. Donc cette innovation qu'on peut voir dans beaucoup de grands groupes, elle est indispensable à la survie de l'entreprise. Qu'est-ce qu'on remarque d'autre aussi? L'avancée technologique. Regardez, on parle quand même de beaucoup de choses. On va parler de la voiture autonome, on parle, je dirais, de la reconnaissance faciale. Il y a plein de choses qui font que ces avancées technologiques, les entreprises se les accaparent et sont obligées de surfer dessus. Il va y avoir aussi tout ce qui est amélioration de l'expérience client. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'entreprise ne va plus vendre de la même façon. L'expérience client, c'est quoi? Ça va être le mode de distribution, ça va être ce qu'on va proposer aux clients. Et dans l'expérience client, vous avez tous vu depuis quelques années que toutes nos informations sont stockées, sont utilisées, justement pour faciliter votre expérience client. Des fois, ça peut être plus ou moins grave, parce qu'à mon âge, quand vous recevez une publicité pour les montes escaliers électriques, là, ça fait un peu mal, ça peut piquer, mais globalement, on est tous soumis à ça. L'expérience client, ça va être aussi dans tout ce qu'on va avoir au niveau des réseaux sociaux. Maintenant, toute entreprise va faire une veille au niveau des réseaux sociaux, va regarder pour justement corriger, je dirais, l'expérience qui est donnée aux clients. Ça va avoir aussi, bien évidemment, un impact sur les modèles commerciaux. Aujourd'hui, on ne vend plus comme on vendait il y a 10 ans, il y a 20 ans. La vente, elle est multicanale, d'accord. On va même vous proposer de tester gratuitement avant d'acheter. Regardez toutes les applications. La vente, elle devient circulaire. Donc, franchement, par rapport à ça, l'entreprise s'est adaptée très vite. Et d'ailleurs, sous la pression des clients.
Et puis, bien évidemment, ça a obligé l'entreprise à investir dans de nouvelles formations, de nouvelles compétences que leurs collaborateurs n'avaient pas spécifiquement. Ça, c'est côté entreprise. Côté personnes qui supportent les entreprises par leur travail, au niveau des collaborateurs. C'est intéressant de faire un peu une revue de la presse et de voir tout ce qui se dit depuis quelques temps et de façon un petit peu grandissante. Alors là, j'ai pris quelques études assez récentes que je tiens à votre disposition. Là, il y en a une sur plus de 15 000 personnes qui a été réalisée chez HP et qui donne les résultats suivants, qui dit que finalement, au niveau mondial, seuls 27% des personnes qui travaillent estiment avoir de bonnes relations avec leur travail. Donc, on va dire globalement 1 sur 4. En France, toujours une petite spécificité, on va tomber à 20%, 1 sur 5. Ça veut dire quoi? Bonne relation à son travail, ça veut clairement dire, mais est-ce que je m'épanouis, est-ce que je ne m'épanouis pas? Il y a quand même 80% des Français qui, a priori, ne s'épanouissent pas dans leur travail. Cette étude est intéressante parce qu'elle a été faite sur nos 15 000 personnes, des décideurs, des managers, mais essentiellement sur des personnes qu'on appelle, excusez-moi pour mon accent, mais des knowledge workers, donc des personnes qui vont travailler en utilisant leurs fonctions cognitives, soit pour interagir avec les autres, soit, je dirais, par rapport à certaines machines. Donc des personnes qui vont être assez exposées, ou tout du moins concernées, par la transformation digitale. Autre étude qui m'a semblé pertinente, c'est celle qui montre quelle est la durée de concentration globalement maximum qu'on peut avoir. Mais pour 30% des répondeurs, délicat de se concentrer plus d'1 heure. Oui, maintenant, on ne peut être dérangé par un mail, par un Teams qui arrive, un message et compagnie. Et en général, les gens veulent une réponse assez rapide. Ça, c'est pas anodin parce que ça va quand même impacter sur le confort de travail. Comment, je dirais, je me sens confortable dans mon travail? Parce que si, globalement, je vais être limité dans ma concentration, ça peut me stresser, m'impacter. Et puis, m'amener une charge de travail que je ne vais pas trouver facile. Une autre étude qui parle sur l'alignement professionnel des Français actifs, où globalement, on a 54% qui se déclarent peu alignés, d'accord, et 60% qui n'ont pas de plaisir à travailler. Enfin, je ne sais pas, mais je trouve que c'est quand même interpellant entre les gens qui déclarent avoir une bonne relation, ceux qui déclarent être alignés ou pas alignés. Il y a quand même, je dirais, c'est un constat qui est récent et qui est quand même présent. Et il n'est pas anodin, ça ne tombe pas comme ça. Et là, ça représente quand même un enjeu pour les entreprises assez important. Il y a une étude qui vient de paraître par Gallup, je ne l'ai pas citée là, mais qui a calculé que la perte en chiffre d'affaires pour les entreprises américaines, par cette démotivation, représente 1 900 milliards de dollars. Donc clairement, je dirais, il y a un coût pour l'entreprise et l'entreprise ne peut pas passer à côté. Enfin, dernière étude que je voulais vous partager sur la santé mentale des Français au travail. Alors, j'attire votre attention, c'est du déclaratif. Mais on a quand même globalement, je dirais, pratiquement la moitié des salariés français qui vont se déclarer en détresse psychologique, dont 17% en détresse importante. D'accord, ce n'est pas étayé médicalement ou autre, mais c'est quand même un ressenti qui ne peut pas laisser indifférent. Apparemment, il y a quand même 1/3 qui se sentent en situation de burn-out, d'accord, et 70% jugent finalement que cet état, pour une part, est dû à leurs conditions de travail. Donc, par rapport à tout ça, on a plein d'études et je vous invite à regarder dans la presse, ça sort tous les jours et ça va quand même dans le même sens. Alors, quel enseignement tirer? Digitalisation des modes de travail, ouais. Du coup, ça multiplie les distractions dans son travail, ça va multiplier des inconforts. On va avoir un mode hybride, on l'a tous connu, hein. Tous à l'hybride pendant la pandémie. Après, on va rechanger ça. 2 pas en avant, 3 pas en arrière. Bref, ce n'est pas qu'un consensus, ça ne met pas que tout le monde d'accord. On a quand même une baisse du moral
et puis une perte de plaisir à travailler. Donc c'est dommage parce que le travail, on y passe quand même pas mal de temps. Dévalorisation, démotivation, désengagement, ce que je vous disais, un coût pour les industries américaines, 1900 milliards. Et puis, on a quand même aussi perte de sens. Et tout ça, c'est pas anodin, ça va amener quand même des choses qu'il faut a priori prendre en compte. Alors par rapport à ça, j'ai voulu simplement schématiser en disant, ben voilà, la transformation digitale, ben voilà, on est tous dans ce salon-là, elle est là, bien présente, et il faut y aller. Les entreprises, elles s'adaptent. Mais ça va marcher aussi simplement si on maintient une motivation des salariés des entreprises. L'adaptation des entreprises, elle grandit. Ils n'ont pas le choix, elles sont obligées de s'y mettre. Mais on remarque quand même que parallèlement, on a la motivation des collaborateurs qui va diminuer. Donc là, il y a quelque chose qui va faire qu'il faut agir, sinon ça ne peut pas très très bien se passer. Alors, nous, notre proposition, c'est vraiment remettre l'humain au cœur de cette transformation. Cette transformation, c'est un gros changement, c'est un bouleversement. Et on voit comment l'humain en pâtit, quelles sont les conséquences pour l'humain, qui de toute façon ont un prix pour les entreprises. Donc ça va être important, je dirais, d'avoir cette approche de dire, voilà, par rapport à ça, on va mettre la personne la plus importante, on va l'équiper pour bien vivre cette période. Alors, bon, Insight, pourquoi on vous propose ça? Parce qu'on est légitime. Chez Insight, on est une société qui existe depuis plus de 20 ans. Le credo, c'est permettre à chacun, par une meilleure connaissance de lui et des autres, de pouvoir faire une différence positive dans tout ce qu'il entreprend. Insight, c'est amener, travailler sur l'individu via un questionnaire qui est validé par une psychométrie, qui permet de faire son profil. Et c'est la base, en fait, pour accompagner les personnes sur, par rapport au changement, qu'est-ce qui va être important pour moi, qu'est-ce que je peux faire, comment je peux le comprendre. Et puis, bien sûr, dans mes interactions avec mes collègues, quand je suis en équipe dispersée, quand je ne se vois que par Teams, dans des réunions, ça va vraiment permettre d'accompagner. Dans ce programme du changement, l'accompagnement au changement, oui, si vous prenez des citations de grands philosophes, ouais, l'énergie, il faut la focuser sur ce qu'on doit atteindre et pas à se battre sur qu'est-ce que je vais perdre. Le changement, on le sait, ça va toujours engendrer du stress, ça va engendrer de l'inconfort, ça va perturber nos interactions avec les autres, ça peut amener, je dirais, un désengagement total. Ce qu'on va vous proposer, c'est un programme qui s'appelle « S'épanouir au changement ». Ce programme, on l'a vraiment conçu pour il est modulaire et on l'a conçu pour qu'il soit complètement adaptable à la fois au contexte des entreprises, au temps disponible et principalement aux individus. Adaptable, c'est-à-dire que vous allez avoir des éléments qui vont se faire à distance, il y aura un temps pour chacun de réflexion s'il veut, il y aura des supports, il y a des supports pour permettre aux personnes, je dirais, d'échanger en collectif, en présentiel, il y a de quoi faire aussi du distanciel. Donc l'idée, c'est vraiment, je dirais, par rapport à ça, permettre aux personnes, je dirais, les accompagner par un programme qui va être complètement adapté et customisé. Qu'est-ce qui va permettre comme résultat? En termes de résultats d'apprentissage, la première des choses, on va accompagner les personnes pour comprendre la différence entre changement et transition, qui sont quand même, je dirais, deux choses différentes. Après, quelles sont les répercussions pour tout à chacun de changement à travers ce prisme de couleur qui met en évidence nos préférences comportementales? Parce que dans un changement, pour y adhérer, peut-être que moi, j'ai besoin de comprendre le pourquoi, qu'on me donne les éléments logiques, factuels qui vont me permettre d'adhérer. Mais je vois ma collègue, elle marche différemment de moi. Elle, dans le changement, il faut la faire rêver. Moi, tiens, on va changer, ça va donner ça. Ouais, elle est contente, elle va vraiment rentrer positivement dans le changement. Donc, vous voyez, on est tous différents. On va tous aller dans le changement, dans notre propre chemin, et c'est ça qui est important. Donc, du coup, expliquer la psychologie de ce changement, bien sûr, à travers notre outil de préférence comportementale, et au final, permettre à chacun de traverser ces phases le mieux possible, notamment les phases un petit peu de perte de motivation, d'accord, pour finalement développer tout ce qui va être assertivité, tout ce qui va être envie de faire, construction. Alors, quand vous mettez en place des outils comme ça,
vous avez dans les entreprises toujours la question de coût. Là, on a fait une étude avec un de nos clients qui s'appelle Indeed, entreprise à minima connue. Et cette étude, ce n'est pas nous qui l'avons faite, c'est le Roya Institute, et qui montre que dans l'accompagnement qui a été fait chez ce client, ça a permis, je dirais, un bénéfice client de 10 millions de dollars et quand on ramène en retour sur investissement de plus de 2000%. Ça peut paraître énorme, mais c'est intéressant d'aller voir en quoi, je dirais, il y a eu ce retour pour investissement. D'abord sur des bénéfices qui ont été financiers. Et ce qui est intéressant, c'est que le premier point, c'est au niveau du turnover, il y a 80% de ce bénéfice, d'accord, qui a été apporté par une diminution forte du turnover. En deuxième point, on va voir l'innovation. On en parlait tout à l'heure, l'innovation, on est tous obligés d'innover, du moins les entreprises. Vous voyez que ça représente quand même plus d'1,5 million de dollars. Et après, vous avez tout ce qui est autour de la réactivité, qui est quand même lié aussi à l'innovation, gain de temps. Enfin, ce qui est intéressant à voir, c'est que pour finalement moins d'1,5 million de dollars dépensés, investis, l'entreprise, en l'occurrence Indeed, a pu mesurer et valider un retour sur investissement de 10 millions de dollars. Donc, et ça, je le mets en lien avec ce que je vous disais, la dernière étude qui est apparue, qui montre que c'est un coût pour les entreprises américaines. Et donc, du coup, quand on investit, quand on accompagne, c'est peut-être pas parfait. Hein. Personne n'a la baguette magique, personne ne détient la vérité, mais au moins ça aide. Et on peut factuellement mesurer le bénéfice par rapport à ça. Alors, ce que je vous propose, c'est d'écouter un court témoignage d'une entreprise cliente qui s'appelle Aircall. Et en fait, on a choisi Insights pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est un outil simple. C'est 4 couleurs. Aircall est une entreprise de téléphonie qui se connecte aux utiles business pour le modern business. Fort d'une culture très internationale, on avait 2 sujets. Le biais multiculturel est fondamental dans une entreprise en hypercroissance qui se construit. Et la deuxième, c'est qu'on a une population très jeune, puisqu'aujourd'hui, la moyenne d'âge des collaborateurs est d'environ 32 ans. C'est dans ce contexte-là qu'on a mis en place Insights pour vraiment leur donner un outil pour faciliter cet échange. Ça m'a permis de découvrir un petit peu comment pensent mes collègues, comment ils agissent. En fonction des couleurs, j'ai pu voir qui était plus sensible, du coup, qui prenait plus un aspect sentimental dans les décisions, plus un aspect un peu leadership dans les décisions. L'expérience Insight, c'était tellement utile parce que ça me permet d'avoir un peu connaissance des besoins de mon équipe, comment savoir communiquer avec eux. Ça nous permet de créer un espace très ouvert et un espace très fun aussi. Alors depuis que je suis accréditée, donc c'était en avril de cette année, j'ai pu mener 3 ateliers Insight en collaboration avec une HRBP. Toutes les semaines, on a des managers qui nous demandent de faire des workshops dans leurs équipes. I would say that it's the fact that we want Aircall to feel like a place where voices are valued. This is really part of our branding. Externally, we talk a lot about the power of conversation, but internally, that is just as equal as what we want for our customers and our business. Insights Discovery, I think, helps us achieve that. Alors je vous remercie. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Notre stand est juste à 2 pas là. Vous avez même moins de 10 mètres à faire. Vous avez des personnes hyper compétentes qui développent les produits, d'ailleurs, qui nous font le plaisir d'être là avec nous et qui veulent vous partager un petit peu ce qu'il est possible de faire. Merci à vous pour ce moment et belle journée.